En 1533, l'ambassadeur de France à Londres écrivait à son roi: Je suis l'ambassadeur le plus mélancolique, le plus irritable et le plus malheureux du monde. Il appelait Londres une prison dorée. Sa mission avait échoué, et pour traverser cette crise, cet homme, Jean de Dinteville, seigneur de Polizy, commanda son portrait pour une fortune. Mais cette toile n'était pas faite pour se livrer au premier regard. Dans le grand salon de Polizy, elle devait produire son effet autrement. Non pas quand on entrait, mais quand on se déplaçait. À un certain angle, ce qui semblait être une tache au sol cessait d'être une tache. Et c'est là que tout bascule. Approchons-nous, mais pas par le bon angle. Au premier coup d'œil, ce tableau semble être un hymne à la puissance de la Renaissance. Deux hommes en pied, grandeur nature. À gauche, Dinteville, manteau noir bordé de fourrure de lynx, tunique de soie rose, jambes écartées dans la posture dominatrice des portraits de Henry Yates. À droite, Georges de Selve, évêque de Lavore, 25 ans, enveloppé dans sa sobre robe de cérémonie. Entre eux, une étagère à 2 niveaux chargée d'instruments scientifiques, de globes, de livres, de luth. Le tout peint avec une précision hallucinante, chaque poil de fourrure, chaque fil d'or, chaque graduation sur les cadrans. Un monument à la gloire de 2 hommes cultivés, puissants, maîtres du monde. C'est ce que la toile veut vous faire croire. Et c'est précisément là son piège. Parce que regardez le sol. Entre les pieds des 2 hommes, au bas du tableau, il y a une tache. Oblique, blanche et grise, informe, comme une erreur maladroite sur un carrelage parfait. Une anomalie qui brise la logique géométrique absolue de la composition. Le crâne y était visible à qui le cherchait, mentionné même dans le catalogue de vente de 1787 comme une tête de mort en perspective. Mais le sens profond du tableau s'était depuis longtemps brouillé. Les noms des 2 hommes avaient été oubliés. Le programme entier de l'œuvre, effacé. Ce n'est pas un défaut, c'est le centre de tout. Hans Holbein le Jeune a peint ce tableau entre le printemps et l'automne de 1533. Il venait de quitter Bâle pour la 2e fois, la Réforme avait détruit ses commandes d'œuvres religieuses, les iconoclastes brûlaient les retables dans les rues, et l'artiste s'était retrouvé sans revenu. À Londres, il travaillait au cœur d'une crise politique d'une intensité rare. Henry Yates venait d'épouser Anne Boleyn malgré Rome. Le divorce d'avec Catherine d'Aragon avait été validé par Cranmer, archevêque de Cantorbéry. Anne allait être couronnée à Westminster et tout le royaume avançait vers une rupture que le Parlement formaliserait l'année suivante avec l'acte de suprématie. Rome n'avait pas encore frappé de toutes ses forces, mais la menace était déjà suspendue au-dessus de l'Angleterre comme une sentence en attente. Et c'est dans ce contexte précis que Dinteville, ambassadeur de François I, reçut la visite de son ami de Selve. Le jeune évêque avait fait le voyage depuis la France pour remonter le moral de son ami. Il resta quelques semaines, au printemps de cette même année. Sa mission à lui aussi était vouée à l'échec, tenter de ramener Henry Yates vers Rome, ou du moins vers un compromis. C'est dans ces quelques semaines que Holbein fit les ébauches de leur visage. Le reste du tableau, les centaines de détails sur les étagères, fut peint ensuite, pendant des mois, dans l'atelier. Et chaque objet choisi avec une précision qui n'avait rien d'anodin. Regardons cette étagère, pas pour admirer, pour décoder. Sur l'étagère du haut, des instruments astronomiques et mathématiques d'une sophistication rare. Un globe céleste, un torquetum, des cadrans solaires polyhédraux, des sphères à multiples facettes, conçus par Nicolas Kratzer, astronome royal de Henry Yates. La démonstration ostentatoire du savoir de 2 hommes de l'élite européenne. Mais ces instruments ne fonctionnent pas comme une démonstration tranquille du savoir. Certains donnent des indications contradictoires. Les cadrans solaires affichent des heures différentes selon les faces. 9h30 sur l'une, 10h30 sur l'autre. Et dans une pièce fermée, un cadran solaire est parfaitement inutile. Il a besoin du soleil. Dans ce salon, il n'est qu'un objet décoratif. D'autres instruments semblent réglés sur des latitudes qui ne correspondent pas à l'ombre. Holbein les copiait depuis différents manuels et les spécialistes débattent encore pour savoir si ces incohérences sont voulues ou accidentelles. Mais dans un tableau aussi délibéré que celui-ci, l'idée que Holbein n'aurait pas remarqué ces contradictions est difficile à accepter. C'est la première fissure visible dans cette façade de puissance. La science de ces hommes ne maîtrise pas le monde qu'elle prétend mesurer. Maintenant l'étagère du bas.
Et ici, chaque objet est un texte. Mais aucun de ces textes ne parle de gloire. Tous parlent d'une chose qui se défait, le luth. Regardez la corde du bas, à droite. Elle est cassée, enroulée en spirale. Longtemps, on a cru que c'était un détail mineur, un hasard. Mais dans le livre d'emblèmes d'Andrea Alciat, publié en 1531, 2 ans avant ce tableau, et que tous les traits européens connaissaient, une corde de luth brisée symbolisait exactement cela. Un traité rompu, une alliance détruite. Ce n'est pas une négligence, c'est un message inscrit dans un langage que les contemporains lisaient comme nous lisons un mot. À côté du luth, un étui à flûte en bois. Il manque une flûte, une seule. Comme si l'ensemble n'était plus complet, comme si quelque chose d'essentiel s'était déjà perdu avant même que la scène commence. Le livre de mathématiques de Peter Appian, ouvert avec une équerre. Regardez la page. Elle commence par un mot en allemand, dividiert, diviser. Et la fraction visible sur la page est un demi. L'Europe entière divisée en deux, catholiques et protestants, résumée par une fraction de manuel scolaire. Holbein l'a mis là, ouvert, à vue. Et puis il y a le livre de chants, un recueil de Johann Walter, publié avec Martin Luther en 1524. 2 hymnes y sont ouverts, non consécutifs. Veni Sancte Spiritus, Viens Saint-Esprit, et un cantique sur les commandements. Ce livre luthérien est posé là, à quelques centimètres du coude d'un évêque catholique. En 1533, en Angleterre, c'était un geste à la limite de l'hérésie. Ces 2 hommes voulaient réconcilier ce qui ne pouvait plus l'être. Et Holbein a mis les preuves de cet échec entre leurs bras, sur une étagère. Et puis regardez le sol. Cette mosaïque sous leurs pieds n'est pas un décor inventé. C'est une copie exacte du carrelage de la nef de l'abbaye de Westminster, le carrelage de la famille Cosmati, posé en 1268. C'est devant ce carrelage précis, au printemps de 1533, qu'Anne Boleyn fut couronnée reine d'Angleterre, le couronnement qui précipita le schisme avec Rome. Tous les traits londoniens de l'époque l'auraient reconnu immédiatement. Ces 2 ambassadeurs français, envoyés pour stopper la rupture, se tiennent littéralement sur le sol de la rupture. Ce n'est pas un fond, c'est un commentaire. Et au-dessus de ce sol, cette tache. Mais avant d'y revenir, il faut comprendre un détail que presque personne ne connaît, le nom de famille du peintre. Baltruisaitis a proposé une lecture presque trop belle pour être innocente. Holbein, entendu comme Holbein, l'os creux. Non pas une preuve, plutôt un jeu de mots, une signature possible, une coïncidence que ce tableau rend soudain difficile à oublier. Un peintre dont le nom peut se lire comme os creux cache un crâne géant dans la plus grande commande de sa carrière. Peut-être n'est-ce qu'une résonance, mais dans une œuvre aussi calculée, les résonances ont rarement l'air fortuites. C'est ici que le tableau change de nature. Si vous êtes debout face à cette toile, face aux 2 ambassadeurs, face aux instruments, face à la mosaïque, la tache sur le sol ne ressemble à rien. Un accident, une erreur. Mais si vous vous déplacez, si vous prenez quelques pas sur le côté et regardez sous un angle aigu, environ 25 degrés, le tableau se retourne contre lui-même. Le monde des ambassadeurs s'effondre. Les soieries, les fourrures, les globes, tout se déforme, se tord, perd sa cohérence. Et la tache, elle, se cristallise. En une fraction de seconde, elle prend forme, volume, profondeur. Un crâne humain, grandeur nature, flotte au-dessus du carrelage, parfaitement construit, parfaitement réel. Pour voir la mort, vous devez perdre de vue le monde des vivants. Vous ne pouvez pas voir les 2 en même temps. La richesse matérielle et le crâne ne coexistent pas dans le même regard. C'est la règle optique du tableau et c'est aussi sa philosophie entière. Cette technique s'appelle l'anamorphose. Holbein ne l'a pas inventée. Léonard de Vinci en avait fait des esquisses dans ses carnets, des graveurs en avaient joué sur des feuilles isolées. Mais Holbein en fit autre chose qu'un jeu optique. Il l'installa au cœur d'une œuvre monumentale, un tableau de 2,7 m sur 2,9 m et demi, grandeur nature absolue. Avant lui, l'anamorphose était un tour de passe-passe. Après lui, c'était de la métaphysique. Maintenant,
Le crâne n'est pas le seul secret géométrique de cette toile. L'historien des sciences John North a passé des années à analyser chaque ombre, chaque graduation, chaque angle dans ce tableau. Il a fini par trouver une ligne invisible. Si l'on trace la ligne de vision sous le même angle que celui qui révèle le crâne, environ 27 degrés par rapport à l'horizontale, cette ligne passe par l'œil gauche de Dinteville, traverse l'étoile d'Éneb dans la constellation du Cygne sur le globe céleste et vient se planter exactement sur le crucifix, à demi dissimulé derrière le rideau vert, dans le coin supérieur gauche du tableau. Une seule ligne, 3 points, le regard d'un homme, une étoile, une croix. North est allé plus loin. Il a étudié les ombres des cadrans, les positions des étoiles, les angles de lumière, et il a conclu que la géométrie du tableau fixe un moment précis. 16 heures, le 11 avril 1533, le vendredi saint, l'heure de la mort du Christ. Officiellement, les historiens de la National Gallery restent prudents. Les spécialistes Elie Decker et Kristen Lippincott ont objecté que Holbein copiait ses instruments depuis différents manuels, sans nécessairement chercher à créer un code astronomique cohérent. Que les contradictions dans les réglages des cadrans sont peut-être des erreurs de copistes, pas des messages codés. Je ne tranche pas. Mais ce que je note, c'est ceci. Un homme qui cache une ligne invisible reliant un œil humain, une étoile et un crucifix, tout en dissimulant un crâne anamorphique à l'exacte origine de cette ligne, cet homme, quelle que soit son intention, a construit une œuvre qui ne finit pas de parler. Et c'est peut-être ça, la véritable prouesse. Revenons à Dinteville. Ce crâne au sol n'était pas son seul memento mori. Sur son béret, une broche en argent, en forme de crâne. Pas un bijou décoratif, une déclaration portée sur soi. Et sur son poignard, gravé dans les dorures, son âge, 29 ans. Sur le livre où s'appuie de Selve, son âge à lui, 25 ans. Ces deux hommes ont demandé à Holbein d'inscrire leurs âges exacts sur la toile. L'un avait 29 ans. Selon les documents, de Selve en avait en réalité 24 lors de sa visite à Londres. Et Holbein n'a inscrit 25 que plus tard, peut-être en achevant le mémorial post-factum. Ce qui signifie que ce portrait, déjà peint pour durer, était encore retravaillé pour être juste. De Selve mourut à 32 ou 33 ans, quelques années après ce portrait. Le tableau fut achevé à l'automne de 1533. Dinteville quitta Londres en novembre, la mission diplomatique soldée par un échec complet. Il emporta la toile en France, dans son château de Polizy. Aucune réaction de la cour anglaise ne fut jamais documentée, parce que personne à Londres ne la vit jamais. Elle disparut dans une demeure provinciale française, mémoire privée d'un homme qui préférait n'en parler à personne. Pendant 2 siècles, la toile demeura dans la famille. Puis elle disparut des archives. Quand elle réapparut à Paris en 1787, à la vente aux enchères de la succession du financier Nicolas Beaujon, l'un des hommes les plus riches de France, symbole du luxe corrupteur qui avait mené le royaume à la ruine, personne ne savait plus qui était représenté. On appelait ces deux hommes les envoyés d'Avaux. Les noms de Dinteville et de Selve avaient été oubliés. 2 siècles plus tard, le tableau faisait exactement ce qu'il avait toujours fait. Il survivait aux noms, aux fortunes et aux propriétaires. Il y a une ironie troublante dans le fait que cette peinture sur la vanité des richesses est transitée par la collection d'un homme ruiné par ses propres excès. Le crâne avait survécu à son commanditaire, à son propriétaire suivant, et continué. En 1792, au cœur de la terreur révolutionnaire, la toile fut vendue à un marchand d'art parisien du nom de Jean-Baptiste Lebrun, le mari de la peintre Vigée Lebrun, et exportée en Angleterre. Une sortie discrète, presque clandestine, dans un Paris où les patrimoines aristocratiques passaient de main en main sans trop de questions. Elle aboutit dans la collection du comte de Radnor, au château de Longford. C'est là qu'en 1900, l'historienne Mary F.S. Harvey retrouva les documents. Elle fut la première à remettre des noms sur les 2 visages, la première à reconstituer le contexte politique de 1533, la première à comprendre que ce n'était pas un simple portrait de diplomate,
mais un tableau construit de part en part comme un commentaire sur l'effondrement d'un monde. La toile fut rachetée pour la National Gallery de Londres en 1890, grâce à un consortium de philanthropes qui réunirent 55 000 livres sterling, dont Lord Rothschild, Sir Edward Guinness et le Trésor, pour éviter que l'œuvre ne quitte l'Angleterre définitivement. Depuis lors, elle est accrochée dans la salle 4 de la National Gallery, et les conservateurs ont pris soin de ne pas accrocher d'autres tableaux directement à sa droite, de façon à laisser les visiteurs s'approcher de la paroi, pour s'accroupir et regarder de côté. Parce que le crâne ne se voit toujours que sous cet angle. Et nulle photo, nulle reproduction ne peut le montrer tel qu'il apparaît réellement devant l'original, quand les deux ambassadeurs s'effacent et que l'os émerge du sol. Mais même là, au musée, la toile a perdu quelque chose d'essentiel. Et c'est ici que l'histoire devient troublante. En 1997, lors d'une restauration majeure, les équipes de la National Gallery découvrirent que la peinture originale du crâne, la mâchoire inférieure, la cavité nasale, avait été partiellement perdue au fil des siècles. Les restaurateurs prirent une décision radicale. Ils photographièrent un vrai crâne, le déformèrent informatiquement selon l'angle de Holbein et repeignirent la partie manquante avec des couleurs réversibles. Michael Daly, du groupe Artwatch, les accusa publiquement d'avoir falsifié l'œuvre, d'avoir substitué une géométrie informatique du XXe siècle à la géométrie mathématique de Holbein. Nous ne saurons jamais si les proportions actuelles du crâne sont exactement celles que Holbein avait tracées. Une partie de cet os a peut-être disparu pour toujours. Et plus profondément encore, l'exposition frontale en salle de musée a tué le mécanisme original. Au château de Polizy, selon les hypothèses de Baltrusaitis, la toile était placée près de la porte d'entrée ou d'un palier d'escalier, de sorte que le carrelage peint prolongeait visuellement le sol réel de la pièce. Le crâne se révélait au moment précis où l'on franchissait le seuil, pas en entrant, mais en sortant. Ce que les visiteurs de la National Gallery expérimentent aujourd'hui est une reconstitution. L'original était une embuscade. Nous ignorons depuis quelle exacte position Dinteville comptait frapper ses invités. Le château de Polizy a disparu. Les intérieurs du XVIe siècle n'existent plus. Ce point d'observation précis, cette marche, cette porte, cet angle de vue, est perdu. L'œil de Holbein visait quelque chose que nous ne retrouverons jamais. Ce que nous savons, c'est ceci. Un homme de 29 ans, enfermé dans une mission qui avait échoué, dans une ville qu'il détestait, commanda à un artiste dont le nom peut se lire comme « os creux » un tableau de 2 mètres sur 2. Ce tableau montrait sa propre mélancolie, l'effondrement de l'Europe chrétienne, l'inutilité de la science, la rupture de tous les traités. Et caché là où personne ne regardait, un crâne que ses invités ne découvriraient que par accident, dans le mouvement même de partir. Holbein a conçu une œuvre où la mort n'est visible qu'à ceux qui s'en vont. Alors une question pour vous. Si Holbein avait voulu que le crâne soit visible en entrant dans la pièce, il aurait pu le concevoir autrement. Il a choisi qu'on le voie en sortant. Est-ce que vous pensez que c'était pour frapper les invités au moment de leur départ, ou pour que Dinteville lui-même, seul dans ce salon après que tout le monde s'en était allé, sache exactement ce qu'il attendait au bout du couloir? Chez Holbein, la mort ne surgit pas au centre du monde. Elle attend sur le seuil, au moment exact où l'on croit avoir fini de regarder.